Alors, bienvenue sur la 3e table ronde. Et après la parole des experts, la parole des personnes concernées, maintenant la parole des personnes qui accompagnent les femmes en position d'allaiter. Je vais laisser tout de suite la parole à Tiffaine. Merci. Donc, Tiffaine Liag. Donc, je suis infirmière à l'association Décidement un mouton. C'est une association qui accompagne donc, des jeunes adolescents et des familles qui sont donc, porteuses de maladies chroniques et majoritairement donc, du VIH. Mais même avec ma courte expérience dans l'association, je me suis rendu compte que le sujet du non-allaitement en fait, était vraiment très important. Durant ma formation, ce sujet il a été assez vite balayé. On m'a très vite dit que les femmes qui ont le VIH ont un risque de transmission, donc ne peuvent pas allaiter, et point. Je n'ai pas entendu parler de notion de charge virale indétectable ou de PrEP. Il y avait a priori pas lieu de s'attarder sur tout ça. Et c'est seulement quand je suis arrivée à l'association que j'ai cherché à en savoir un peu plus sur ce sujet. J'ai voulu mieux comprendre les raisons de cette recommandation. Et là, j'ai eu comme réponse un principe de précaution. Donc, pas d'allaitement. Point encore. Et heureusement, du coup, j'ai eu les collègues de l'association du comité des familles qui ont été là pour me dire qu'on pouvait en parler ensemble. Et j'en ai profité pour leur raconter les témoignages et les rencontres que j'ai faites au sein de Décidement un mouton. Et donc voilà pourquoi je suis devant vous, pour vous présenter notamment l'histoire de Madame T, vous exposer quelques questionnements que j'ai et peut-être, pourquoi pas, des propositions d'accompagnement. Donc Madame T a 34 ans, elle est originaire de Côte d'Ivoire, elle est porteuse du VIH et a aujourd'hui une charge virale indétectable. Elle a toujours pris ses médicaments depuis qu'elle sait qu'elle est malade, c'est-à-dire depuis juin 2019, lorsqu'elle est arrivée en France enceinte de 4 mois. Son premier fils est né en septembre 2019 et elle a eu ensuite une fille, là, cette année, en janvier 2021. C'est au moment de l'accouchement de son fils qu'un membre de l'équipe soignante lui a dit que compte tenu qu'elle était porteuse du VIH, elle ne pourrait pas allaiter. Il lui a été dit qu'il y avait un risque de contamination et pour Madame T, il n'était vraiment pas possible de prendre le risque de transmettre la maladie à son enfant. Donc, pour ses 2 enfants, elle a donné du lait en poudre. Elle n'a jamais parlé ou questionné ce sujet. À partir du moment où on lui a dit que c'était pas possible, ça s'est arrêté là. Et lorsque je l'ai rencontrée pour la 2e ou peut-être 3e fois en mars, j'ai pris le temps de lui demander comment s'est passé son accouchement et son vécu face à l'alimentation de sa fille. Et c'est là en fait qu'elle m'a parlé avec plaisir d'ailleurs de me raconter en fait les difficultés qu'elle a rencontrées. Elle m'a dit que ça avait été très difficile cet interdit, qu'elle avait vraiment mal vécu le moment où on lui a dit qu'elle ne pourrait pas allaiter. Et ensuite, elle a aussi du coup pu raconter que en fait à la naissance de sa fille, elle avait du lait qui coulait de temps en temps des seins et que quand elle mettait sa fille en pot à pot, elle avait très peur en fait que sa fille lèche une goutte de lait et qu'elle la contamine. Et elle s'est jamais en fait autorisée à poser des questions par rapport à ça. Elle me dit aussi qu'elle a honte de dire qu'elle n'allaite pas. Donc lorsqu'on lui demande, elle répond qu'elle allaite. À son entourage, mais aussi au niveau des professionnels de l'équipe de la crèche qui accueille sa fille. Elle a peur qu'on lui demande pourquoi elle n'allaite pas et surtout peur que les gens fassent le lien avec le VIH. Elle me dit assez simplement qu'au pays, si tu n'allaites pas tout de suite on dit que tu as le VIH et après c'est fini pour toi. Aujourd'hui, Madame T, elle espère pouvoir allaiter un jour. Et en attendant, elle se rend dès qu'elle peut en fait, aux différentes réunions qu'on peut proposer à l'association sur ce sujet-là et souhaite en parler le plus possible. Voilà l'exemple que je rencontre assez régulièrement à l'association. Pour moi, ça soulève différentes questions que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est l'information donnée à la femme enceinte est-elle correctement amenée ? Parce que là, dans le cas, c'est au moment de l'accouchement, c'est dit de façon, effectivement, comme on l'a dit ce matin, un peu sous forme d'injonction. Il faut savoir que là, pour la future mère, c'est un choc qui, parfois même, a en tête qu'elle n'aura pas le lien du lait avec son enfant. Je pense qu'il est important de donner des explications et de faire verbaliser ces mères sur leurs ressentis juste après qu'on leur ait dit les recommandations qui sont actuelles. Et du coup, c'est un moment qu'il ne faut surtout pas banaliser au moment où on dit à la personne qu'elle ne peut pas allaiter.
La deuxième question, c'est combien de relations sociales et professionnelles sont entravées par cette crainte d'être découverte comme maladie ? Dans cet exemple-là, on voit bien que Madame T, elle dit à la crèche qu'elle allait. Qu'est-ce que l'équipe de crèche peut lui renvoyer, peut parler à sa fille sur le sein de sa mère, ce genre de choses. C'est important que la relation de confiance entre les professionnels et les mères puisse s'établir correctement. Et je pense que dans ce genre de cas, malheureusement, c'est atténué, voire même peut-être abîmé. Et la dernière question, c'est peut-être un peu plus personnel, mais c'est en tant que soignante, que puis-je dire aux mères comment les accompagner correctement et de quels risques je parle ? Lors des rencontres, j'ai observé que même si les mères elles n'ont pas allaité, c'est un sujet qui est important pour elles. Elles souhaitent en parler, elles ont besoin de raconter la douleur que ça a été à l'annonce et de la difficulté que c'est au quotidien. Elles veulent aussi comprendre et savoir quand elles pourront allaiter un jour et sans risque. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de donner des chiffres concernant le risque de contamination. On l'a encore vu ce matin, il y a des choses très différentes. Et si une mère me dit, est-ce que si mon enfant prend la goutte de lait qui perle, est-ce qu'il y a un risque ? Si je lui réponds non, alors à partir de combien il y a un risque ? C'est difficile de se positionner en tant que soignant. J'ai ressenti le besoin d'aller rechercher s'il existait des techniques sûres pour permettre un allaitement, mais aujourd'hui, je ne me suis pas sentie à l'aise par rapport notamment au fait de faire du tir-allaitement et de le faire chauffer. Est-ce que je suis en mesure, moi, de pouvoir proposer ça aux mères ? Donc c'est vrai que je me suis sentie assez seule et démunie là, face aux mères, à qui, en plus pour elles, la promotion de l'allaitement n'est vraiment pas à faire. Et je constate donc qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement des soignants dans ce domaine. Bon, j'aurais de nombreuses questions encore que je pourrais soulever avec vous, mais je vais conclure. Je voudrais quand même profiter de ces questionnements pour voir si on peut un jour envisager de faire un lieu dédié, un service de référence sur l'allaitement et le VIH qui pourrait permettre aux femmes d'être accompagnées correctement par des soignants eux-mêmes soutenus, par l'HAS, par une équipe qui serait vraiment formée pour ça. Ça serait pour moi, à mon avis, un lieu qui serait avec les valeurs aussi d'éducation thérapeutique patient, où la femme est vraiment prise dans la décision collégiale. Et ça pourrait aussi, pourquoi pas, être un lieu qui pourrait être utilisé pour faire de la recherche. Mon dernier mot va surtout aux mères et aux futures mères. Sachez que moi, je vous soutiens dans votre demande de faire avancer les recommandations. Continuez à demander des explications. Et je vous encourage aussi à poser des questions sur toutes les situations que vous rencontrez et qui vous pèsent au quotidien. Vous avez le droit à l'information, alors utilisez-le. Donc moi, c'est le point de vue médical, et je pense que c'est des choses un peu compliquées autour d'une situation qui est assez complexe. Et je voudrais faire part de ma vieille expérience, puisque effectivement, comme on a dit, je suis à la retraite, mais j'ai moi vu des paradigmes comme ça changer. C'est-à-dire qu'au départ, quand même, une femme, comme ça a été rappelé ce matin, une femme VIH ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était interdit. Et puis finalement, on y est venu. Et puis on a trouvé ça normal. Tous avec un certain nombre d'éléments. Et puis ensuite, on ne pouvait pas avoir de rapport sans préservatif, parce que c'était un crime. Et c'était d'ailleurs criminalisé. Et finalement, là, 10 ans plus tard, enfin un peu plus d'ailleurs maintenant, ça nous paraît tous normal. Même s'il y a encore quand même pas mal de gens dans la société qui ne l'ont pas encore intégré. Mais nous, on l'a complètement intégré. Et on est complètement tranquille avec ça. Et donc là, je me dis que, avec mon optimisme habituel, pour les gens qui me connaissent, on est là-dedans, quoi. Et donc, on est en train de continuer à discuter. Donc, il y a encore des petites choses au niveau virologique. Oui, les cellules infectées, nanana. Mais globalement, on va y arriver. Donc, il faut qu'on s'y prépare. Et donc, l'allaitement, sommes-nous prêtes à ouvrir la discussion ? Je pense qu'en tout cas, ce matin, on l'a vu. En faisant un peu de la biblio comme ça, j'ai trouvé sur Internet, pas sur PubMed, mais un petit truc comme ça aux États-Unis. Je trouve que ça serait peut-être pas mal qu'on puisse le faire en France. Donc, c'est un questionnaire qui était envoyé à 93 personnes, soignants. Voilà, 75% ont dit s'être entendus demander si une mère séropositive pouvait allaiter. Donc, vous voyez, même pas à 100%. On est bien dans la même chose. On est aux États-Unis. Et 29% avaient eu dans leur patientèle une femme qui avait allaité, alors que ça lui avait été complètement déconseillé. Donc, vous voyez, on n'est pas les seuls. Et il y a 16% qui disaient quand même juste aux femmes, vous ne devez pas allaiter, point à la ligne, et puis c'est tout. Et puis 21% qui proposaient un soutien à l'information. Mais c'était juste pour vous dire
que finalement, on n'est pas les seuls à avoir ces interrogations-là et que si on faisait des questionnaires identiques en France, on aurait peut-être un peu la même chose. Donc, je pars sous le contrôle d'Anna Canestri, qui a suivi beaucoup plus de femmes enceintes que moi, j'en ai suivi. Mais parce qu'on avait à la Pitié un dispositif avec une RCP, tout ça. Mais il y avait quelques-unes de femmes qui n'arrivaient pas à aller en infectieux, alors que moi, j'étais en médecine interne. Donc, du coup, j'en ai suivi quelques-unes. Et donc, cette femme de 28 ans, qui était d'origine de Côte d'Ivoire, qui est passée en Allemagne, etc. Enfin bon, très en difficulté avec la disabilité de sa séropositivité. Elle était traitée, elle avait exprimé très clairement son désir de grossesse, donc le traitement était bien conduit, totalement compatible avec une grossesse. Elle avait une charge virale indétectable, et puis elle a donc une grossesse qui arrive en 2018. Et là, en 2018, on commençait en tout cas à réfléchir avec les recommandations de l'OMS qui disent dans les pays du Sud, on peut le faire, pourquoi on ne pourrait pas le faire aussi ici? Donc on était un peu plus ouvert qu'il y a 10 ans. Donc je me dis, si elle ne peut pas le dire autour d'elle, elle va avoir du mal, dans ce contexte-là, à ne pas allaiter. Donc, du coup, je me suis engouffrée, en tout cas, dans ce truc, quand elle m'a parlé de sa grossesse. J'ai dit, est-ce qu'il y a un papa? Où est-ce qu'il est le papa? Est-ce que le papa est au courant? Non. Comment vous voulez faire avec le papa? Je ne peux pas le dire. Enfin bon, j'ai essayé médiation, éducation thérapeutique, tout ça, mais elle voulait pas le dire, Donc je lui ai dit, comment ça va se passer alors du coup avec l'allaitement? Et donc on a pu en amont en discuter, et elle m'a dit effectivement, je pourrais pas ne pas allaiter, c'est pas possible pour moi. Donc j'ai prévenu un peu l'équipe qui s'en occupait, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Elle s'est retrouvée un peu comme la situation qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire elle est tombée sur une équipe qui n'était pas au courant de cet élément-là. Ça s'est assez mal passé au niveau de la maternité. Après on a pu rattraper les choses, mais tout ça pour dire que tant qu'on n'aura pas des recommandations très claires pour permettre à tous les soignants et les patientes et patients d'évoluer, eh bien, ça ne va pas marcher. Même si vous avez des gens très pour, très contre, chacun va se trouver face à un moment, à un contradicteur, qui soit pour ou qui soit contre. Et du coup, notamment dans une équipe, ça ne marche pas. Quand on a commencé à parler du TASP, moi, je parlais ça en tant que médecin, et les infirmières qui font avec moi de l'éducation thérapeutique m'ont dit, attends, Anne, c'est pas possible, là, il va falloir qu'on se réunisse et qu'on dise qu'est-ce qu'on dit aux gens. Parce que si on ne dit pas tous la même chose, ça ne marchera pas. Et donc là, c'est exactement la même chose. Si tant est qu'on avance dans ce sujet, il faudra l'avancer tous ensemble. Et j'ai une deuxième petite vignette qui rejoint ce que Julie Bottero a dit tout à l'heure. Attention, parce que moi, emportée par mon enthousiasme, vous pouvez allaiter, c'est formidable, nanana. Donc, une dame que je suis depuis très longtemps, elle a été contaminée très jeune, beaucoup de mal à avoir un enfant. Enfin bon, elle finit par, avec un don d'ovocytes en Espagne, avoir une grossesse. Donc là, pareil, dans ce désir d'enfant, vous voyez, qui a été jusqu'au don d'ovocytes, je me dis, elle va vouloir allaiter. Eh bien, pas du tout. Elle m'a dit, mais vous n'y pensez pas. D'abord, le TAS, moi, je ne sais même pas ce que c'est, je ne veux pas en entendre parler. Avec mon compagnon, je prends toujours des préservatifs. Voilà, je ne peux pas envisager de ne pas mettre des préservatifs, et lui non plus, parce que ça fait 20 ans qu'on vit avec le préservatif, et donc, je ne l'enlèverai pas. Et de la même façon, je ne peux pas allaiter mon enfant. Personnellement, psychologiquement, ça ne sera pas possible. Et donc, du coup, voilà, c'était pour faire le pendant entre je veux et je ne veux pas du tout. Et donc, être effectivement attentif à l'envie ou à la non-envie d'allaiter, parce que c'est important de respecter, de ne pas être comme moi, dans ces enthousiasmes qui ne sont pas toujours communicatifs, pour dire non, j'ai pas envie. Et que les personnes ne se sentent pas non plus jugées dans l'autre sens, c'est-à-dire vous ne voulez pas allaiter, c'est pas bien. Comme effectivement, on le rappelait tout à l'heure, dans certaines maternités, pour n'importe quelle femme, c'est parfois un petit peu difficile de dire « je ne veux pas allaiter ». Bon, là, c'était l'anxiété de la contamination, etc. Mais il y avait peut-être d'autres choses que je n'ai pas creusées, puisque de toute façon, elle ne voulait pas allaiter. Donc, juste pour conclure, ces changements de paradigme sont très complexes. Moi qui, je vous dis, en ai vécu au moins 2, je pense que c'est difficile, qu'il faut d'abord se convaincre soi-même, mais aussi après travailler avec tous les soignants, toutes les personnes autour, de façon à ce que ces nouveautés soit partagé, soit pas forcément admis, mais au moins partagé, et que n'importe quelle personne dans son parcours puisse avoir quelqu'un en face qui puisse lui dire « Ok, j'écoute, je suis d'accord ou pas d'accord, mais c'est pas ton problème. Moi, je peux t'écouter et je peux entendre ce que tu as à me dire. » Ça, c'est très important. Et puis, importance donc de tenir compte des données scientifiques. On en a vu ce matin. Je pense que c'est essentiel. Les recommandations sont donc un élément qui me semble absolument fondamental pour pouvoir tous être tranquilles par rapport à la responsabilité. Je ne parle pas de la responsabilité civile et judiciaire, bien évidemment, mais la responsabilité qu'on peut avoir en se disant, mince, s'il y en a un qui devient séropositif, de gamin, comment je vivrai ça, quoi.
Donc je pense qu'il faut effectivement discuter avec les gens, avec les femmes, les couples, éventuellement les familles, mais aussi avec nous tous entre soignants pour faire avancer cette cause sur l'allaitement. Merci beaucoup. Bienvenue en Bourgogne. Je laisse la parole à Léa Cohen. Mon parcours est très différent que celle de beaucoup d'entre vous. Je ne suis pas spécialiste de le VIH, je suis spécialiste de l'allaitement maternel. Je suis arrivée en 72. J'étais déjà un thérapeute aux États-Unis. Et puis j'ai eu un premier enfant qui était prévu et j'avais déjà le projet d'allaiter, en partie parce que je venais d'une famille de non-allaitement et d'une région de non-allaitement. Je crois que j'ai vu le premier enfant au sein quand j'avais 18 ans. C'était une région de cœur biberon et je ne savais même pas que les seins servaient à autre chose. C'était la grande surprise de ma vie. Et peut-être juste pour embêter ma famille, j'ai fait un choix longtemps avant d'avoir un enfant que j'allais l'allaiter. Et j'ai fait une recherche pour savoir qu'est-ce qui pouvait m'aider. Et j'ai bien appris que c'était un soutien des mères et beaucoup de bonnes informations. Et j'ai eu la chance de trouver un groupe de la Leche League anglophone à Paris en 1976, avant que mon enfant était né. Donc j'ai pu assister à plusieurs réunions et m'inspirer par les expériences des autres. Et je n'ai pas eu de problème, mais j'étais le seul dans la clinique qui allaitait. J'étais le seul qui n'envoyait pas l'enfant au 3e étage pour la nuit, qui gardait son enfant avec elle. Et tout a bien marché. Hein? Le petit savait quoi faire, heureusement. Mais ça a changé ma vie d'allaiter parce que ce n'était pas simplement une nourriture. C'était une façon de materner qui était aussi pas présente dans ma vie d'enfant. On était 6 dans ma famille. Les relations entre parents-enfants étaient assez distantes. Et je voyais par mon propre expérience que l'allaitement était pour quelque chose de créer un lien que moi, je n'avais jamais vécu. J'en suis sûre. Donc, je porte 2 chapeaux. Depuis 43 ans, je suis animatrice de la Leche League et toujours de le groupe anglophone. Et je suis psychologue, clinicienne qui travaille en privé avec des mamans. Et ça joue beaucoup dans mes relations, bien sûr, avec des mamans qui allaitent. Donc, les problèmes qu'ils m'apportent peuvent être très variables. J'étais très contente d'avoir assisté à beaucoup des conférences mondiales pendant toute cette carrière, parce que la Leche League fait toutes les 2-3 ans une grande conférence que vous connaissez peut-être, Journée internationale de l'allaitement, où on invite les grands ponts de l'allaitement mondial pour avoir des experts dans le domaine. Et c'était à Washington, je crois que c'était 2003, où j'ai assisté à une session avec le personne qui a organisé la Leche League au début, en 1956, Marianne Thompson. Et elle a présenté en 2003 un travail de l'OMS sur le VIH et l'allaitement, dont, quand j'étais contactée pour la première fois par Géraldine, que vous avez entendu ce matin, et que la personne qui l'a envoyé vers moi, elle savait que je savais probablement quelque chose. Et en effet, je savais des choses et j'avais un ton d'informations que je pouvais l'apporter. Donc, à ce jour-là, ce n'était pas l'allaitement direct au sein, c'était de pouvoir donner son lait chauffé. Hein, ce qu'il disait dans les textes, peu de chauffage tue le virus et ne gêne pas les autres propriétés de le lait maternel. Tout ce que je veux dire, c'est que je soutiens les mères d'où ils viennent. Hein. Si quelqu'un veut une bonne information, je fais mon mieux dans tous les domaines de trouver une solution pour elle si elle veut allaiter. Si elle ne veut pas allaiter, elle ne vient pas me voir. Je ne vois pas des gens qui ne veulent pas allaiter parce que ce n'est pas leur truc. Mais je vois beaucoup de situations variables. Ce matin, on a parlé un peu du fait que un peu de médicament peut passer dans le lait.
Et c'était très important que c'était dit aujourd'hui parce que parfois l'idée qu'un médicament existe dans le lait est prise comme une raison de ne pas allaiter ou d'arrêter un allaitement sans regarder qu'est-ce que c'est le résultat de cette peu qui passe dans le lait. Je vais vous raconter une histoire d'une maman qui m'a contactée quand son bébé avait 7 mois. Elle voulait relacter. 4 mois auparavant, son médecin lui traitait pour une maladie, je ne sais pas, je ne me rappelle pas ce que c'était. Et il a dit, vous avez besoin d'arrêter votre allaitement parce qu'il faut un traitement de 1 mois, 2 mois pour vous et ça va passer dans le lait, donc il faut arrêter l'allaitement. Et elle était à 3 mois d'allaitement, elle était très, très malheureuse, mais elle ne voulait pas, comme toute maman, elle ne voulait pas faire mal à son bébé. Donc elle arrête. Quand le bébé avait 4 mois, lui tombait malade avec la même chose qu'elle, parce qu'il n'était plus protégé par son lait. Et l'enfant a reçu le même médicament qu'elle, en grande dose. Et elle a dit à son médecin, mais je ne comprends pas, vous m'avez fait arrêter l'allaitement parce que je prends ce médicament et maintenant vous donnez la même chose direct au bébé. Et il a dit, bah oui. Donc, elle était furieuse. Et en effet, l'enfant est devenu malade parce qu'il était plus protégé. Les enfants sont énormément protégés contre, pas la rhume habituelle, mais contre beaucoup de choses grâce à tous les éléments qui passent dans le lait. Et quand on n'est plus allaité, on est en danger. Ce n'est pas n'importe quoi d'arrêter un allaitement. Donc, elle était malheureuse. À 7 mois, elle a entendu qu'on pouvait relacter. Et quelqu'un a donné mon nom pour le suivre pour une relactation que j'ai fait par téléphone parce qu'elle était très loin. Et j'ai donné toute l'information nécessaire pour le faire. Si vous savez ou pas, une femme qui adopte un enfant peut allaiter. Il y a un protocole pour le faire. Ça marche. Je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle pendant des mois. Mais en effet, elle m'avait recontacté quand le bébé avait 14 mois en me disant ça a très bien marché. À 9 mois, il était pas 100% au sein parce qu'il mangeait des solides. Et à 14 mois, elle était enceinte et elle voulait savoir si elle pouvait continuer son allaitement, et ce qu'elle a fait. Et elle a fini par allaiter les deux, le nouveau-né et le grand. Donc, les mères veulent toujours faire le mieux pour leurs enfants, toujours. Et il y a un principe qui s'appelle le principe de Syracuse, qui était l'OMS qui a réécrit ça en 2002, c'est assez ancien. Il faut présumer que la mère est plus compétente que l'État pour faire des décisions concernant la santé de son enfant. Ce qui est très important, qui a été dit plusieurs fois aujourd'hui, le choix fait par la mère doit être un choix informé, et vraiment informé, qui malheureusement n'est pas le cas. Et j'étais très contente que dans cette conférence, il y avait des gens de Suisse, des gens d'Allemagne, de venir et partager leurs expériences dans leur pays, qui est très différente de ce qui se passe à l'intérieur du pays ici. J'étais très contente qu'on a eu cette chance d'entendre d'autres choses, parce qu'on avance comme ça. Merci Léa. Et notre dernière intervenante, Antigone. Alors, moi, juste, je me suis dit, OK, d'accord, dans quel contexte est-ce qu'on est aujourd'hui pour parler VIH et allaitement? Et moi, une psychologue clinicienne, plus spécifiquement. Eh bien, le contexte que je vois, c'est une sorte de dichotomie, en fait. D'un côté, il y a des recommandations qui se font dans les pays dits riches, développés, comme la France, qui est que non, on n'allaite pas quand on a le VIH. Et de l'autre côté, quand même, il y a une OMS qui dit toutes les femmes, en dépit de leur statut, doivent en fait pouvoir allaiter, voilà, ou en tout cas que la question se pose. En fait, ce que je veux souligner par là, c'est une sorte de contradiction. L'allaitement est un sujet ancien. Et
quand même, on le traite dans le monde du VIH comme si c'était assez nouveau. La docteure Anne Simon a parlé tout à l'heure justement du contexte, et vous l'avez dit aussi le matin, de tout ce qui a fait qu'il était impossible, bien sûr, à un moment de penser même l'allaitement. Ce qui fait qu'on reste quand même encore avec quelque chose qui ressemble à un tabou. Tabou ne serait peut-être pas le terme le plus approprié. Et pourtant, il y a beaucoup de similitudes. La forme d'interdit, quand même. Il y a un non-dit. Et il y a un silence. Et ce silence, il cache en fait les représentations, toutes les représentations de tout le monde, soignant, de la personne elle-même. Ça cache en fait toutes les interprétations qu'on a d'une femme qui a le VIH qui allaite. Plein de représentations en fait. Mais comme on ne parle pas de ça, on ne peut pas les détailler, on ne s'autorise pas à les réfléchir, à les questionner, à les rejeter, à les déconstruire. Et donc finalement, je me demande, est-ce qu'il ne serait pas un peu stérile et négatif en fait ce silence ? Or, encore une fois, revenons à l'OMS et à tout ce que l'on sait aujourd'hui dans l'accompagnement, dans le soin. Soutenir les femmes vivant avec le VIH à allaiter, ça dépasse largement la question médicale, organique de la transmission en fait, verticale. Il n'y a pas que ça. Une des choses à laquelle je pense, c'est parlons du fait que je ne sais pas, il y a cet interdit ou que vous ne pouvez pas allaiter ou que vous ne souhaitez pas allaiter. Mais parlons-en. Soutenir en fait les femmes ou les accompagner, ça inclut quand même aussi de reconnaître les besoins sociaux et psychologiques de la mère et du bébé par rapport à l'allaitement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas travailler seul en tant que professionnel. Par exemple, il y a des recommandations et un accompagnement spécifique quand même de l'allaitement fait par des femmes vivant avec le VIH. Et il y a aussi des espaces de parole autour du sujet. Ça existe. Bon, c'est tout nouveau, c'est ça que je veux dire. Et malgré le fait qu'on ait dit que donc, ce n'était pas recommandé, on savait qu'il y avait quand même une minorité conséquente qui continuait à allaiter. Je sens qu'on loupe une petite chose, puisqu'on le sait. De fait, on sait que ça se fait. Et on a des modèles qui nous permettent de faire avec des situations qu'on ne souhaiterait pas, mais qui sont présentes. Le modèle de la réduction des risques, par exemple. Tout à fait applicable. Il a fait ses preuves, on peut le questionner. Moi, je ne suis pas fan en fait, de la réduction des risques à tout prix. Mais malgré tout, ça permet d'accompagner un comportement, une situation, sans nécessairement avoir besoin d'effacer en fait, ce comportement. Ça nous permet de réfléchir. Donc du coup, ce qui me semble quand même le plus important, c'est de pouvoir proposer un espace justement qui permette à la personne d'exprimer son désir ou son besoin, de faire, de ne pas faire, de comment faire, à travers un dialogue ouvert. Léa a terminé sur cette question de décision informée. Oui, la décision finale, c'est la personne qui va la prendre puisqu'elle va de toute façon faire la chose en cachette et c'est pas souhaitable. Donc comment en arriver justement à avoir une approche pour qu'il y ait une décision éclairée. Et nous, après, en tant que soignants, accompagner cette décision. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça qu'on est des professionnels. C'est pour qu'on puisse aussi en discuter. Il y a cette idée aussi de normalisation du VIH quand même qui pourrait passer par cet accompagnement, cette déstigmatisation en général. Et finalement, cette dichotomie, je l'ai vécue aussi et je la vis aussi en fait dans mon service. Je me suis rendu compte qu'en mes 6 ans donc en service infectieux, nous n'avions jamais parlé du sujet. Voilà. Et le seul moment où il a été question d'allaitement, c'était lors d'un groupe de parole que j'ai commencé à animer donc, avec des dames. Et donc, il y a eu un échange, il y a eu une discussion, il y a eu des questions, il y a eu des déceptions. Et finalement, grâce à vous aujourd'hui et grâce à cette journée de réflexion, je me suis rendu compte que je n'avais pas réfléchi le sujet avec mes collègues à la hauteur des besoins. Et j'ai l'impression que l'accompagnement de la femme vivant avec le VIH, souhaitant allaiter ou pas, est encore une question entre 2 personnes. Souvent le médecin, ou en tout cas un professionnel médical ou paramédical, et pas tellement l'affaire d'une équipe interdisciplinaire qui accompagne une personne. J'ai vraiment besoin aussi en tant que professionnel d'avoir cet échange aussi. Ce matin, on a beaucoup parlé du fait que les personnes qui souhaitent allaiter ont besoin d'un accompagnement spécifique. Mais finalement, c'est des personnes qui sont allées d'elles-mêmes vers leurs soignants pour leur dire qu'elles voulaient allaiter. Et je me suis dit, mais
quand vous êtes dans une position de soignant, de paramédical, et que vous ouvrez le sujet, voilà, est-ce que vous voulez allaiter? Qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous avez les moyens et les outils pour assurer la fin de la conversation? Moi, ça va être assez rapide parce que les femmes que je vois, c'est généralement sur les groupes de parole ou en individuel, elles viennent me poser des questions. Et à partir du moment où elles entendent le mot risque, je n'ai pas une qui a choisi du coup de vouloir allaiter. Ça fait trop peur. Par contre, elles veulent en parler, elles voudraient qu'on puisse leur autoriser parce qu'elles veulent allaiter. Donc s'il n'y avait pas eu la question du virus, il y aurait eu un allaitement. Donc, voilà. Je pense qu'effectivement, comme le soulignait Antigone, c'est que actuellement c'est des dialogues singuliers entre soignants allaitement friendly, si je peux dire, et la personne en face qui pourrait ou voudrait. Je pense qu'il y a quand même des changements d'attitude actuellement. On a quand même des relais qu'on connaît qui pourraient être dans l'écoute de ces femmes ou de ces couples. Il faut aller plus loin pour que ça puisse se généraliser, quoi. Moi, je vais d'abord voir mes collègues infectiologues, ça c'est sûr, et je leur dis, il y a cette question-là. Ce serait bien de soulever la question. Je vais chercher l'information, on va dire, scientifiquement valide. Je dis à la personne, voilà ce qui existe, et après, je suis psychologue. Donc, on discute jamais, en fait, les données infectiologiques. On discute, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec. Et en fait, au Royaume-Uni, ils les ont, leurs 10 recommandations pour... si vraiment vous devez allaiter, dame avec le VIH, alors voilà comment il faut faire. Déjà, vous venez vous discuter avec nous. Ce sont des brochures aussi. Ce n'est pas des articles scientifiques bien gardés. C'est vraiment une information disponible où on encourage largement les personnes à discuter. Moi, je veux vous rappeler de ce qu'il a été dit ce matin par le professeur Vernaza, en disant que l'allaitement était recommandé en Suisse et que le risque de transmission à l'enfant via l'allaitement est très, très bas. Les avantages pour la santé d'un enfant, grâce à les 3000 molécules dans le lait, toutes les choses qui vont aider l'enfant pour le reste de sa vie, sont rarement prises en compte dans cette balance. C'est un peu comme l'équivalence de lait artificiel et le lait maternel, que c'est équivalent. Non, c'est pas équivalent. La recherche est telle qu'on ne sait pas encore ce qui se passe dans le corps de l'enfant qui est allaité. S'il y a un passage de quelque chose dans le lait, est-ce que c'est tué par ces molécules qui sont là pour ça? C'est pas clair dans la littérature et j'étais très contente d'entendre que dans un autre pays, ils ont pris un choix de encourager, recommander l'allaitement au lieu de dire oh, c'est risqué, hein, parce qu'il y a un énorme risque de ne pas allaiter un enfant. On le voit dans des autres pays. Le risque est tel que c'est dangereux de ne pas allaiter. L'enfant va mourir de malnutrition ou d'une autre chose. Dans nos pays, il va être hospitalisé plus souvent, etc. Les statistiques sont très claires là-dessus. Moi, je me demande aussi si on parle beaucoup de balance bénéfice-risque aujourd'hui, et je me demande si, à force de se pencher sur cette question des bénéfices de l'allaitement versus les risques de l'allaitement, on ne se perd pas finalement dans un débat scientifique dont on n'aura jamais en fait l'aboutissement avec la vérité scientifique acquise, et que finalement il ne faut pas revenir sur ce qui se passe pour la personne, dans sa situation personnelle et dans son parcours de santé. Ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qui se passe quand on va voir son médecin et qu'on ne sait pas si on veut allaiter ou pas, on ne sait même pas si c'est possible. Est-ce qu'on nous laisse la parole? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la décision partagée et la décision informée, mais comment on fait pour avoir l'information? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est accessible? Parce qu'on est bien d'accord que tout le monde ne va pas aller lire des articles scientifiques pour savoir si on veut allaiter, par exemple. Je voulais juste réagir à ce que je venais d'entendre, parce que, pas ce que vous avez dit, mais ce que Mme Cohen avait dit avant, c'est qu'on a a priori tous entendu en principe la même chose ce matin. Sauf qu'on voit déjà qu'à l'issue de ça, il y a déjà un niveau d'interprétation qui a déjà transformé les choses par rapport à ce qui a été dit ce matin.
C'est-à-dire que ce qui a été dit ce matin, par exemple, sur ce qui est préconisé en Suisse, il a bien écrit le scénario optimal sont des femmes qui ont une charge virale indétectable pendant toute la grossesse. Alors il faut faire attention parce que si on ne dit pas qu'on parle dans ce cadre-là, alors on parle d'une généralisation. Il faut commencer par dire quelles sont les femmes dans le contexte du VIH pour qui il est considéré qu'on peut proposer un allaitement maternel. Donc, il ne faut pas se permettre de couper le début, et c'est tout le risque d'avoir des interprétations qui coupent ça. Si on coupe ça, on est effectivement dangereux. Là, on prend un risque pour la santé des enfants. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ça, je pense qu'il faut vraiment faire très attention. Et ce matin, la vigilance était bien maintenue à ce sujet-là. J'aimerais qu'on ne détourne pas les choses. D'autre part, en Angleterre, c'est exactement pareil. Ils ont utilisé les mêmes mots, c'est-à-dire que dans les situations de risque minimal avec des femmes qui avaient une charge virale complètement contrôlée, si elles émettaient le souhait d'allaiter, alors l'équipe devait être à l'écoute de ces femmes et choisir la meilleure façon de les accompagner, étant dit que le secret est la pire des stratégies. Mais ce n'est pas du tout une stratégie offensive pro-allaitement, même en Angleterre, à ce jour. Et en Angleterre, il y a une épidémiologie, un nombre de femmes qui est à peu près analogue à ce qui est en France. Donc, les conséquences des propositions et les réflexions des propositions et le nombre de femmes à qui ça peut s'appliquer est très proche de ce que nous avons en France, c'est-à-dire à peu près 1000 grossesses de femmes séropositives par an, alors que, bon, en Suisse, il nous l'a bien dit, 40, 50. Donc, on est sur autre chose. Donc, vraiment, il faut faire attention de ne pas oublier que scénario optimal n'est pas scénario général. Oui, effectivement, moi, j'ai pas entendu non plus ce matin une stratégie offensive, ni pour l'Angleterre, ni pour la Suisse, mais je pense qu'il y a encore des intervenants suisses dans la salle. Donc. Mais par contre, j'ai entendu, et c'est ça qui me semble des pistes pour avancer, parce que l'idée, c'est quand même d'avancer, c'était que le fait de justement avoir une discussion plus ouverte et sortir de ce tabou, et c'était, je pense, avec le comité des familles et Eva, le fait d'en parler, moi je me réjouis vraiment de je suis même émue de cette journée, parce que ça, c'est vraiment une avancée. Et effectivement, là, une fois que c'est possible d'en parler, on peut effectivement, dans une décision partagée, informée avec la femme, les papas, avancer. Et donc, poser la question de l'accompagnement, et éventuellement, je ne sais pas si Laurent Mandelbrot est encore là. Oui, tout à l'heure, on a discuté ensemble éventuellement d'avoir des guides et des recommandations d'accompagnement en fonction des cas. Pour justement, Mélanie, tu disais, une fois que vous avez ouvert l'autoroute des questions, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas d'outils ? Et on en est un petit peu là en France. Et donc, du coup, là, je pense qu'on peut sortir du tabou et avoir des espèces de guides pour accompagner mieux et les professionnels et les femmes, sans parler d'une stratégie offensive tous azimuts, évidemment. Oui, moi, je voulais réagir avec Antigone. Pourquoi est-ce qu'on parle moins d'allaitement ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans nos staffs, etc. Déjà, on parle peu de la femme, tout court, dans le milieu du VIH. Et c'est très, très bien, d'autant plus qu'on parle aujourd'hui des femmes qui ont un désir d'allaitement. Mais la femme est un sous-sujet en médecine et en VIH aussi. Donc, c'est une des raisons. Après, le travailler ensemble, c'est pas si facile parce que qui discute de l'allaitement, c'est des gens qui ont des cultures différentes. C'est des pédiatres, des gynéco-obstétriciens et des infectiologues. Et en fait, nous, infectiologues, peut-être que on est plus facile à convaincre sur ce sujet, mais on ne doit pas que parler entre nous. L'idée, c'est d'aller au-delà de nos services. Bon, peut-être qu'on est les premiers de cordée, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut faire avec les autres. Et c'est souvent là que ça coince. Et moi, j'ai bien vu, dans la maternité où j'ai travaillé préalablement, moi, je pouvais avoir des positions, mais qui n'étaient pas du tout suivies par mes gynécologues et par les pédiatres. On en a parlé, les discours différents, etc., ça pose problème. Du coup, moi, je trouve que la proposition de Dessine-moi un mouton, de Tiffany Liagre, je crois, elle est vraiment très chouette, quoi. C'est se dire, on fait un pôle de référence. Il y a quelques-uns d'entre nous qui s'unissent pour travailler cette question d'être un peu proactif et leader peut-être sur le sujet. Oui, c'est vrai qu'on en a besoin aujourd'hui parce que si on laisse faire comme ça,
chacun, on se réfugie un peu derrière nos petites protections individuelles, nos petites pensées respectives. Et finalement, du coup, on ne fait pas avancer suffisamment les choses. Donc là, c'est vraiment très, très bien que le comité organise ce colloque. Et peut-être que petit à petit, on va monter ce pôle de référence qui va permettre de répondre aux questions. Je me représente, c'est Caroline. En fait, j'avais une petite réaction à la suite de l'intervention de la gynécologue, juste pour dire que c'est un peu comme la contraception. On la propose, mais on n'a jamais forcé à quelqu'un de prendre une contraception. Donc, pareil, moi, je pense qu'on aurait dû présenter aux femmes concernées par le VIH qui sont dans le désir d'enfant ou bien qui vont faire des enfants, que voilà la possibilité que vous avez. Ça permet à la personne de faire un choix parce que vous savez, il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui peuvent désirer mais qui ne parlent pas. Donc, s'il faut attendre toujours que c'est la personne qui évoque le sujet avec le médecin, il y en a qui n'auront pas la possibilité, le courage d'évoquer le sujet. Je me réjouis quand même d'entendre qu'il y a ce groupe de travail mis en place par la Haute Autorité de Santé et j'espère qu'on aura finalement un guide, un protocole qui permettra de mettre en place ce suivi. Merci. Oui, Eva Sommerlat, Comité des familles. La réaction de tout ce que j'entends des différentes tables rondes, c'est de me dire que quand le médecin, quand le soignant, quand l'accompagnateur est convaincu, la patiente, en général, suit. Pas toujours, mais quand le médecin n'est pas convaincu, qui va choisir des mots qui montrent cette crainte, la patiente va pas suivre. Comme disait Tiffaine, dès que je dis risque, c'est fini, ça s'arrête là. Parce que oui, le souhait, c'est de faire ce qui est le mieux pour le bébé. Dans la discussion que j'ai eue avec Pietro Vernazza, je lui ai demandé mais comment vous parlez en fait à vos patientes, parce que j'ai l'impression qu'ensuite elles choisissent d'allaiter. Donc qu'est-ce qui fait que dans vos mots, elles ne disent pas non, comme c'est souvent le cas de ce que j'entends ici en France. Pietro, il m'a expliqué qu'il dit pour moi, je suis à l'aise avec ton choix d'allaiter. Si tu souhaites allaiter, pour moi, ça me semble raisonnable parce que je sais que tu es une personne qui est observante et que si c'est ton souhait, je n'y vois pas d'inconvénient. Selon les mots choisis, je pense que là, une femme vivant avec le VIH qui souhaite, au fond d'elle, allaiter, va poursuivre son projet. Si les mots donnés sont le risque zéro n'existe pas, éventuellement 0,2% par mois d'allaitement. Bon, si c'est avec une bonne observance, peut-être un peu moins, mais c'est le risque, on n'entend que le risque en fait. On entend que peut-être tu es en train de prendre un choix qui va faire que ton enfant sera contaminé. Donc voilà, je pense que vraiment, c'est exactement là où finalement la décision se positionne. Donc, quelque part, en fait, première étape, c'est voir comment convaincre, si c'est vraiment là qu'on va aller, que dans une situation optimale, c'est un choix raisonnable. Je pense que c'est les soignants qui doivent en être, enfin, je dis soignants, je parle de pédiatres, de gynécologues, d'infectiologues, de sages-femmes, globalement, doivent en être déjà convaincus. Sinon, on avancera. Enfin, ça ne changera pas grand-chose si ce vocabulaire n'est pas bien réfléchi. Oui, je confirme, le choix des mots est très important et peut faire la différence. Il faut en être convaincu, mais je réitère, il faut être soutenu. En tant que soignante dans une association, il faut que je puisse me sentir aussi derrière soutenue par le médecin infectiologue qui accompagne la femme, puisque les femmes que j'accompagne, elles ont différents médecins, donc c'est différents hôpitaux, donc c'est à chaque fois des personnes différentes à qui potentiellement, si je réoriente la femme vers son infectiologue en lui disant là, on en a discuté toutes les deux et reparlez-en avec votre infectiologue, reparlez-en avec votre gynécologue. À chaque fois, ça va être des discours aussi différents, comme c'était dit tout à l'heure. C'est qu'il y a un moment où on a chacun son positionnement, son vocabulaire aussi, son choix de mots, mais les recommandations, c'est une base commune et solide sur laquelle il faut aussi qu'on parte tous. Merci Laurent Mandelbrot. Juste dans ce que vient de dire Eva, j'ai entendu le mot d'être convaincu. Et je pense que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que les gens sont de plus en plus convaincus de certains points scientifiques, on va dire, mais il y a peut-être besoin d'un petit peu de temps. Et je crois que dans tout ce qu'on doit mettre en place, il ne faut pas complètement gommer le bénéfice-risque. J'ai entendu tout à l'heure, il y en a un petit peu marre, on nous parle tout le temps de bénéfice-risque. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il s'était senti infantilisé
dans sa prise en charge. Et si on dit vraiment de responsabiliser les gens et de discuter, il y aura toujours un peu de bénéfice-risque. Il y aura toujours un choix à faire. Il ne faut pas le rendre archi compliqué, archi stressant, outre mesure. Mais il y aura quand même toujours ça c'est légitime. Et il faut s'habituer à ça. Il faut que les médecins s'y habituent, que les soignants s'y habituent et que les patients s'y habituent, quoi. Le discours paternaliste qui dit on sait ce qui est bon pour vous, il ne faut pas le retourner à 180 degrés par rapport à ce que c'est aujourd'hui et le retourner complètement dans l'autre sens non plus. Il y aura toujours cette discussion. Oui, en effet, la question du risque, il faut le dire. C'est pas possible, on ne peut pas exclure ça. Ce serait complètement irresponsable. Mais pour le coup, il faut aussi tout de suite inclure les besoins psychologiques et sociaux des parents en fait envers leurs bébés et ceux des bébés envers leurs parents en fait, leur figure d'attachement. Il faut cet espace-là parce qu'il se passe autre chose. On peut porter un enfant et ne pas l'allaiter. On fait mais qu'est-ce qui se passe en fait dans ce contact-là, quoi. Puisque le sujet c'est de soutenir les mères, imagine qu'on a une maman qui maintenant et dans des bonnes conditions et qu'elle peut allaiter parce qu'elle a été déjà bien traitée comme ils font en France et que le taux viral est bien bas. Comment aider cette mère à allaiter dans des meilleures conditions? C'est de ne jamais avoir un engorgement si possible, de ne pas être dans une situation d'avoir une mastite. Et ce qu'on veut éviter, surtout dans une situation d'une mère avec VIH, c'est qu'elle n'a pas des crevasses. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour éviter, prévenir des crevasses. Il ne faut pas que les mamelons saignent. Ce n'est pas bien de passer ce lait au bébé dans ce cas-là. Si jamais il y a une raison d'arrêter temporairement un allaitement direct parce qu'il y a un problème de crevasse, parce que ça peut arriver et on n'a pas toujours la chance de tout éviter. On peut tirer le lait, on peut le chauffer, on peut le donner. Il y a des choses qu'on peut faire en attendant de remettre le bébé au sein. Donc ça sont quelques petites idées de ce qu'ont fait les consultants en lactation qui sont formés pour aider dans toutes les meilleures conditions, un allaitement serein et une réussite pour la mère. Moi, j'avais une question. C'est comment on va faire pour choisir les personnes qui allaitent? Comment on va faire pour savoir ce qu'est un scénario optimal et avec qui on va pouvoir sereinement discuter allaitement quand on est soignant, quand on sera en confiance? Est-ce que vous êtes à l'aise de la même manière avec n'importe qui pour aborder la question de l'allaitement? Ou est-ce qu'il y a des gens vers qui ça va être plus facile parce que vous êtes plus en confiance? Déjà, je pense que ça a répondu un peu tout à l'heure à la table ronde de 2, parce que quand on entend que au niveau de l'observance, le fait d'allaiter peut être un moyen de vouloir être encore plus observant pour son traitement, il faudra se fier du coup à l'observance avant la grossesse, pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Ça peut être très différent. Donc, il ne faut pas forcément s'accrocher à ça. Dans le choix d'allaiter, je pense aussi qu'il y a ce que tu as un petit peu dit aussi, Antigone, il y a une part très importante qu'on peut même, peut-être, je ne sais pas si tout le monde le met dans la balance bénéfice, mais le fait que le lien du lait, c'est quelque chose dans certaines cultures qui est vraiment très fort, donc qui peut peut-être être effectivement plus fort, beaucoup, beaucoup plus fort que le fait que l'enfant soit peut-être malade, et peut-être qu'il vivra comme le parent avec des traitements toute sa vie, mais il y aura eu ce lien du lait. Et je pense que ça, si la femme met ces mots-là et explique sa volonté d'allaiter et tout ce qui y est associé, et surtout d'ordre psychologique en fait, plus encore que les bienfaits des anticorps, je pense que ça peut être, pour ma part en tout cas, des arguments suffisants pour vouloir l'accompagner. Oui, moi je voulais juste faire une petite réflexion parce que dans cette table ronde, j'entends plusieurs fois que l'enfant soit malade, transmettre la maladie. On n'est pas des malades, on vit avec le VIH, mais on n'est pas malade. Je voulais juste faire ce petit glissement lexical depuis ce matin. Voilà, on est juste porteur du VIH. Donc Magali Bontemps, je suis consultante en lactation en PMI dans le Val d'Oise et aussi animatrice de Leche League. Tout à l'heure, Léa a dit moi, les mamans qui veulent pas allaiter viennent pas voir. Ben moi, elles viennent me voir.
Et on s'est retrouvés il y a quelque temps avec mes 2 autres collègues animatrices dans notre groupe, avec une question d'une maman qui nous a contactés pour savoir quels arguments on aurait pour justifier d'un non-allaitement, parce qu'elle venait d'avoir un enfant, elle était séropositive, son mari était au courant, mais sa famille ne l'était pas. Et sa famille ne comprenait pas pourquoi elle n'allaitait pas. Et donc, voilà, on s'est retrouvés, 3 animatrices de la League, à faire un brainstorming pour essayer de trouver des arguments de non-allaitement pour cette maman. Franchement, moi, j'y arrive très très bien. En difficulté par rapport à ça, on leur dit qu'elles ont une infection respiratoire au moment de l'accouchement, qu'elles ont dû prendre des antibiotiques incompatibles. C'est vraiment pas compliqué. Quand on veut, on peut arriver à donner des arguments aux femmes, ou alors qu'elles ont une hépatite qui est beaucoup moins socialement discriminant. Et donc, on arrive très très bien à protéger la femme du regard malveillant de son entourage. Donc ça, c'est vraiment pas difficile. Il faut qu'on arrête. Enfin, moi, je pense que c'est pas très compliqué. Les femmes se sentent rassurées par ça. Moi, j'ai d'abord des stratégies avec elles. Si à partir du moment où elles me disent qu'elles veulent pas prendre le risque d'allaiter, il n'y a pas de difficulté à leur trouver une construction médicale qu'elles vont pouvoir dire à leur famille. J'ai pas de souci, mais moi, je suis pas infectiologue et j'avais pas ces réponses-là. Donc voilà, j'ai fait avec mon expérience de consultante et puis ce que j'avais pu récolter. Mais n'empêche que cette maman-là, elle n'a pas trouvé l'entourage médical puisqu'elle est venue demander aux animatrices de la League. Donc voilà, c'est juste un témoignage. Moi, je voulais parler à l'heure de la liberté d'allaiter, puisque finalement, elles ne veulent pas allaiter pour elles-mêmes, mais elles veulent allaiter pour leur famille. Je ne crois pas que ce soit exactement allaiter pour la famille, mais c'est plus qu'elles voudraient allaiter. Elles ne peuvent pas, on leur empêche d'allaiter. Et en plus, elles ont le regard de leur famille qui leur demande pourquoi elles n'allaitent pas. Et elles ne veulent pas répondre, elles ne peuvent pas. Et elles se retrouvent à devoir, du coup, raconter des mensonges comme j'ai une petite bête dans les seins, comme mon enfant, c'est lui en fait qu'on n'a pas voulu. Moi, il y en a qui m'ont dit qu'elles avaient pu dire ça. Ou d'autres qui disent non, mais moi, j'allaite que la nuit. Comme ça, elles sont tranquilles parce que elles n'ont pas à montrer qu'elles allaitent. Donc elles ont de l'imagination, mais elles doivent... C'est quand même fou parce qu'en fait, on ne voit pas où les gens allaitent autant en groupe que ça. C'est où les endroits où on allaite en grande bande? Moi, en tout cas, dans l'association, c'est quelque chose de culturel, dans le sens où, dans leur famille, s'il y en a un qui n'allaite pas, c'est très très vite associé au VIH. Et donc, du coup, c'est ça qui leur fait peur. Alors, j'ai une dernière question. C'est la question du deuil de l'allaitement et de cette annonce de vous ne pouvez pas allaiter. Si on avait pu avoir une vraie discussion avec la personne pour savoir si elle voulait allaiter ou pas, et qu'elle avait pu faire le choix en conscience de ne pas allaiter, est-ce que vous pensez que le deuil serait vécu de la même façon ou pas par les personnes? C'est juste parce que j'ai les dames encore en tête et il y avait 3 dames dans le groupe qui avaient contracté leur VIH dans les années 80 et elles avaient survécu. Bon voilà, rien que ça, c'était de l'émotion et il y avait des nouvelles dames qui dans le groupe arrivaient et qui avaient un VIH de quelques mois. Et c'est impressionnant parce que ces dames-là, en fait, les patientes qui avaient eu un vieux VIH, elles ne savaient pas que ça a commencé par l'Afrique. Qu'en Afrique, on accompagnait les dames à allaiter. Elles étaient étonnées, elles me disaient, c'était l'émotion, en fait, les marques, pour le coup de l'émotion, je veux dire, physiologiquement parlant, les larmes qui sont montées et une joie. Elles se disent, c'est pas possible. Les dames allaitent aujourd'hui, c'est-à-dire les autres femmes. Et il y en a une qui a demandé à l'autre, elle dit, toi, tu as allaité? Ah, moi, je l'ai pas fait, mais elles étaient... Il se trouve que ces 3-là étaient heureuses qu'aujourd'hui, les dames puissent allaiter. Et elles ne le savaient pas. C'est un exemple. Quand tu as parlé de deuil, c'est ce qui m'est venu en tête. C'est longtemps après, c'est comme une revisite, en fait, à travers justement le fait que tout simplement les choses avaient avancé et que d'autres femmes pourraient avoir cette possibilité-là aujourd'hui, potentiellement avec le suivi et tout. Un exemple de deuil. Je voudrais ajouter que, effectivement, le deuil, alors c'est individuel, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans ce truc-là, mais ce qui me semble important là, et qu'on a vécu de la même façon avec le TASP, c'est que les personnes ne se sentent plus comme des bombes humaines, de bombes qui va exploser à la figure de l'autre. Donc je pense que cette normalité qu'on pourrait donner à l'allaitement ou à la possibilité d'allaiter pourrait être quelque chose dans un choix éclairé, etc. Et avec toutes les considérations qu'on a dit d'optimisation, mais de dire, voilà, j'ai le droit, comme tout à chacun, tout à chacune plutôt,
d'allaiter ou non, mais j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire le mieux pour mon enfant, sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est ça le deuil, à mon avis, c'est de pas perdre cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, il me semble. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. On va remercier nos 4 intervenants.